Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour cette conférence, cette première conférence des journalistes de l'année. Et déjà, merci à tous d'être venus nous voir. Donc, le thème de la conférence s'intitule Révolution en Iran, le régime peut-il tomber? Donc, on va revenir plus en détail sur des événements qui ont eu en Iran depuis maintenant environ 3 mois. Donc, tout d'abord, je voudrais vous présenter nos intervenants, que je remercie d'être venus. Donc, on a Aïda Zavakoli, qui est architecte doctorante à l'ENSA Versailles, et qui est membre du collectif créé suite à la mort de Gina Masha Amini, donc We Are Iranian Students, qui vient en soutien aux étudiants qui manifestent en Iran. On a Vita Azimi Roy, qui nous fait aussi plaisir d'être là, qui est architecte enseignant à l'ENSA Paris-Belleville, écart d'argent 2013, et qui est aussi membre du collectif We Are Iranian Students. Alors en Zoom, nous avons Flora Makarimi, qui est anthropologue au CNRS, chercheuse du CNRS sur les enjeux sociaux, l'anthropologie de l'État, les formes de violence quotidienne et légale. Et enfin, Delphine Minoui, qui est journaliste et auteur, grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient et de l'Iran en particulier, et qui a gagné le prix Albert Londres en 2006 pour ses recherches sur l'Irak et l'Iran. Du coup, je vais laisser la parole à Nina qui va nous présenter la situation en Iran. Merci Adrien. Moi, je vais faire une rapide présentation de la situation actuelle et on aura le temps, bien sûr, de décortiquer ça avec nos intervenantes. Donc, alors, le meurtre de Mahsa Amini Amini, cette jeune iranienne d'origine kurde, arrêtée et tuée par la police des mœurs le 7 septembre 2022 pour un port du voile jugé inapproprié, a été l'élément déclencheur de la révolution actuelle en Iran. De nombreuses manifestations ont lieu depuis maintenant 3 mois. Beaucoup de femmes y prennent part. Elles réalisent des actes symboliques, enlèvent leur voile, se coupent les cheveux ou encore dansent dans les rues pour montrer leur opposition à la République islamique. Les slogans dénonçaient au début l'imposition du port du voile et l'oppression des femmes, puis les revendications ont vite dépassé la cause des femmes et appellent désormais à la chute du régime des mollahs pour sortir de l'oppression. On entend par ailleurs des slogans comme « Je libérerai l'Iran de l'occupant ». Après 3 mois de contestation, beaucoup parlent d'une nouvelle révolution qui tient encore, même face à une répression sans faille de l'armée et des gardiens de la révolution, tire à balles réelles sur les manifestants. Iranian Human Rights parle de 326 manifestants tués depuis septembre, dont 43 enfants, et de nombreuses condamnations à mort à l'encontre des personnes ayant manifesté. Le régime est donc prêt à tout pour se maintenir au pouvoir, mais malgré cela, nous avons l'impression que la peur a changé de camp. Alors là, je m'adresse à vous 4. Nous aimerions savoir comment vous interprétez cette situation. Dans quelle mesure peut-on parler de révolution pour qualifier ce qui se passe actuellement en Iran? Et selon vous, ces contestations, cette révolte populaire, en quoi est-ce qu'elle est différente des mouvements que l'Iran a pu connaître après la révolution islamique, comme en 2009, en 2017 ou en 2019? John, je vous laisse la parole. Oui, d'accord, merci pour votre invitation. Donc, par rapport à la nouveauté de ce mouvement, en fait, il y a plusieurs dimensions. Comme vous le dites, à peu près tous les 10 ans, depuis la fin des années 90, l'Iran a connu des soulèvements. En 1999, c'était le mouvement étudiant. En 2009, le mouvement vert. De 2017 à 2019, plusieurs révoltes qui finalement ont culminé dans les soulèvements de 2019, qui étaient des soulèvements plutôt des classes populaires et des jeunes des périphéries, et qui étaient des soulèvements contre la vie chère, provoqués par une annonce de la hausse du prix de l'essence. Et finalement, ce qui était relevé à chaque fois, c'est que ces soulèvements concernaient une partie de la population. En 2009, c'était plutôt les classes moyennes. On avait une crise politique suite à la réélection contestée d'Ahmadinejad. En 2019, plutôt les classes populaires. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que la société iranienne est une société très compliquée à connaître, hein, parce que la sociologie a été empêchée.
en Iran, que les chercheurs et les observateurs et les journalistes ont beaucoup de mal à faire leur travail, mais surtout, disons, les chercheurs et la production de statistiques est quelque chose qui est très compliqué en Iran. Et tout ça, c'est pour moi une technique du pouvoir. Il est important que la société reste opaque à la connaissance. Donc, en fait, on n'a pas d'enquête d'opinion, par exemple, en Iran, sur lesquelles on puisse se fonder pour dire ce que veut, ce que souhaite, comment pense la société iranienne, quel est, par exemple, son degré de religiosité. Et donc, dans ce contexte-là, on observait que des soulèvements à différentes époques, différentes parties de la population se soulevaient. Aujourd'hui, la première chose qu'on remarque, c'est la grande solidarité et le fait qu'on a un soulèvement transgenre, interethnique, transclasse. Et donc, ça, c'est très important. C'est quelque chose qui n'a jamais été vu en Iran, en fait, depuis vraiment la révolution. Et la deuxième chose qui est très importante pour moi, c'est les slogans et en effet le fait il semble y avoir une rupture avec une demande de renversement du régime, de renversement du pouvoir. Et donc, en cela, déjà en 2019, il y avait une demande de renversement, il y avait les slogans à bas le dictateur. Mais aujourd'hui, il y a étant donné que il me semble que, contrairement à 2019, où on ne savait pas trop ce que voulaient les manifestants et c'était une espèce d'irruption de mouvement spontané suite à un petit peu comme le début du mouvement des Gilets jaunes, il y a une annonce du prix de l'essence et les gens descendent dans la rue parce qu'ils sont économiquement étouffés. Aujourd'hui, il y avait aussi une réponse à la fois spontanée et pas si spontanée, puisqu'il enfin, ça on pourra y revenir, mais il y a une réponse, une riposte à quelque chose qui était à un outrage, quelque chose qui a produit beaucoup d'indignation, la mort de Gina, mais ce qui est demandé, c'est le renversement du pouvoir et il y a beaucoup de clarté en fait dans les revendications. Et donc, il me semble, moi, que c'est cette revendication très claire qui permet aussi de réunir un grand nombre de personnes aujourd'hui. Et bien sûr, il y a la dimension féministe de ce mouvement qui est très importante. Et ça aussi, on pourra y revenir. Pour moi, n'est pas anodine parce que le mouvement féministe est un mouvement qui a été très important dans la société civile iranienne et c'est un mouvement qui a nourri, comme il était également beaucoup réprimé depuis 2007, on va dire, il a beaucoup nourri d'autres mouvements sociaux, d'autres parties de la société civile et donc ce sont des idées qui se sont diffusées. Et jusque-là, les observateurs et experts sur l'Iran renvoyaient dos à dos en fait deux formes de féminisme iranien. Le féminisme musulman, incarné par des figures comme la fille de Rafsanjani, Fatemeh Hashemi, et puis donc ce féminisme musulman, et de l'autre côté, un féminisme qui serait plutôt un féminisme de classe moyenne supérieure en Iran. Et en fait, là, on voit que finalement, peut-être que on avait des lunettes un petit peu déréglées et que on a aussi un mouvement féministe ou en tout cas une diffusion des revendications, des idées féministes dans les périphéries, dans les milieux plus populaires. Et on peut voir aussi là l'héritage d'un mouvement féministe, par exemple, à partir de la campagne 1 million de signatures, qui a beaucoup essaimé, qui a diversifié sa base sociologique à partir de la fin des années 2000, des années 2010. Donc, il me semble que voilà, ce sont les trois éléments dont je parlerai et qui font que moi, je parle de basculement révolutionnaire, puisque ce qui se passe aujourd'hui n'est rendu possible. En fait, la condition de possibilité du soulèvement qu'on observe, c'est une rupture
de la relation entre société et État qui s'est instituée depuis, on va dire, le milieu des années 1990 et qui était l'idée de dire il existe une société civile en Iran, nous n'avons plus affaire à l'État totalitaire qui s'est mis en place après la révolution islamique de 79, nous avons affaire à cette espèce d'autoritarisme doux, républicain, voilà, l'Iran, pour moi le plus grand cliché c'est de dire l'Iran le pays loin des clichés, le pays de l'ambiguïté, etc. Donc en fait ce pays dont on ne savait pas comment qualifier le régime, ambigu, à la fois république, à la fois autoritaire, etc. Il y avait un pacte entre société et État qui était de dire il peut y avoir une société civile à l'intérieur des lignes rouges du moment qu'on ne dépasse pas les lignes rouges instituées par l'État. Le port du voile obligatoire était une de ces lignes rouges. Bien sûr, le fait de nommer Khamenei un dictateur était une autre de ces lignes rouges. S'en prendre à l'autorité charismatique du religieux était une ligne rouge. Déchirer la photo du guide suprême était éminemment une ligne rouge. Et donc, en fait, ce sont ces lignes rouges qui sont brisées aujourd'hui. Et le fait que, comme vous dites, symboliquement, ce soit une riposte aussi qui se joue beaucoup dans la dimension, dans l'espace du symbolique, il y a un franchissement des lignes rouges. Et les Iraniens, je pense, savent ce qu'ils font. En franchissant les lignes rouges, en fait, ils montrent que c'est ce pacte entre société et État qui a été brisé. Je pense que ça fait plusieurs années, quelques années que ça a été brisé. Et c'est ça qui permet, en fait, qui donne la condition de possibilité de cette révolte pour laquelle on dit le mur de la peur est tombé. Et ça, c'est d'un côté. Donc, en fait, il y a eu un basculement, une remise en cause du pacte entre société et État qu'on peut appeler un basculement révolutionnaire, qui a permis ces soulèvements. Et d'un autre côté, en fait, ces soulèvements, dans leur longévité et dans les formes de solidarité qu'ils créent, dans l'espèce de récit collectif, de récit de soi qu'ils produisent, transforment aussi la société iranienne. Et donc, il y a des transformations qui ont déjà eu lieu un petit peu à bas bruit et qui sont les conditions de possibilité de ce qu'on voit, mais ce qu'on voit produit aussi une série de transformations qui, de toute façon, fera qu'on ne pourra jamais retourner à l'Iran d'avant le 16 septembre 2022. Et ces transformations, par exemple, c'est ce que rappelait Stéphane Dudoignon, qui est un spécialiste du Baloutchistan, c'est de voir des femmes descendre dans les rues de Zahedan, dans les manifestations, et de crier « Femmes, vie, liberté ». Alors que, par exemple, fin septembre, les manifestations à Zahedan, c'était des hommes, très majoritairement, et qui criaient Allah Akbar. Donc en fait, voilà, je m'en arrêterai là. On ne sait pas, bien sûr, ce que va devenir ce mouvement, mais ces insurrections révolutionnaires, en fait, sont le produit d'un basculement et produisent eux-mêmes un basculement. Et ces séries de basculements ne laisseront pas la société iranienne telle qu'on l'a connue, à venir, être la même que celle qu'on a connue jusque-là. Merci beaucoup, Chora Bagayami, pour ces éclairages. Aïda, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, notamment sur le rôle des femmes dans cette révolution, le fait qu'elle ait influencé aussi ce mouvement populaire et que les hommes, par la suite, rejoignent cette révolution? Oui, complètement, en fait. Évidemment, je suis d'accord avec tout ce que Chora vient d'expliquer. Il y a quelque chose d'assez inédit dans ce mouvement non seulement féministe, mais aussi ce mouvement de sécularisation par le bas dans un pays musulman, puisqu'on a déjà vu des mouvements de sécularisation par le haut, par des dirigeants qui avaient compris que quand les femmes sont opprimées dans leur pays, le développement économique est freiné. Ici, on a une population qui se soulève et qui souhaite cheminer vers la laïcité. Donc ça, c'est une grande nouveauté. Mais je voudrais quand même apporter une nuance sur la tentation qu'on a de dire qu'il y a que c'est complètement détaché de ce qui s'est passé auparavant. Ce qui se passe aujourd'hui ne peut pas être expliqué de la même manière que ce qui s'est passé auparavant. C'est pas la même chose que ces révoltes-là. Les différences sont réelles, mais en revanche, toutes les révoltes et chaque étape en fait, de ces 43 années des manifestations qui ont eu lieu, ont contribué et nourri et ont permis en fait d'arriver jusqu'à ce mouvement révolutionnaire. La présence de cette théocratie en Iran, depuis le départ, depuis 43 ans, enfin bientôt 44 ans, était en rupture totale avec la culture millénaire du peuple iranien, avec sa civilisation, avec sa façon de penser.
Comment est-ce que ce fossé-là s'est maintenu malgré tout pendant 43 ans? C'est parce qu'il y avait un espoir jusqu'ici qu'à l'intérieur de ces lignes rouges dont a parlé Chola, il y avait un espoir d'une possibilité de réforme, d'une possibilité de garder bon gré mal gré une vie à peu près supportable. Elle n'a jamais été épanouissante pour aucun Iranien ces 43 dernières années, mais la révolution, c'est quand même la dernière option vers laquelle un peuple se tourne. C'est quelque chose d'extrêmement violent, c'est des vies perdues, c'est une répression qui a toujours été violente en Iran. Donc, il faut s'armer quand même d'un courage extraordinaire pour se dire, bon, maintenant, on va renverser ce régime. Et pour en arriver là, c'est une perte d'espoir totale de la population qui a permis en fait cette espèce de déclenchement. La perte d'espoir, elle vient notamment de la situation économique iranienne qui est complètement désastreuse depuis le retrait unilatéral de Trump des accords sur le nucléaire en 2018. Donc aujourd'hui, l'Iran fait face à 50% d'inflation. 50% des jeunes diplômés sont au chômage, donc ils n'ont pas d'autre moyen de protester le pouvoir en place que d'aller être de la chair à canon dans les rues, puisqu'ils ne peuvent pas faire grève, ils ne peuvent pas faire appel à des institutions syndicales. Donc en fait, il y a une absence d'avenir, mais quand il y a une absence d'avenir, il y a une impasse à laquelle on est confronté, donc, qui provoque ce basculement révolutionnaire. Et toutes les manifestations qui ont eu lieu auparavant, les soulèvements qui ont eu lieu auparavant, c'était dans un espoir, une tentative de réformer les choses de l'intérieur. Et quand on arrive à un point de non-retour, ce qui est le cas aujourd'hui, il suffit d'une étincelle, pardon pour l'expression, mais c'est une étincelle absolument dramatique, le meurtre de Gina Amini. Mais il faut bien comprendre que ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Iran n'est pas arrivé de nulle part. Ça prend ses racines dans 43 ans de contestation active qui finalement aboutissent à cette révolution. Très bien, merci beaucoup, Aïda Tamazevi. Alors, du coup, on a parlé des femmes qui participaient massivement dans ces manifestations. Et pour qualifier la situation en Iran, beaucoup de spécialistes parlent d'apartheid de genre, pour qualifier notamment l'oppression qui est faite aux Iraniennes. Alors, notre question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'est finalement une femme en Iran et comment l'apartheid de genre s'illustre-t-il dans l'espace public en Iran? Donc, cette question, elle s'adresse en particulier à vous, Shura Maghrebi, et à vous, Vita Azimi Chouaï, qui est cette architecte. Oui, vous pouvez. Écoutez, moi, je vais certainement parler d'un point de vue, à la fois, bien sûr, iranien, mais aussi d'architecte. Bon, je trouve que j'ai eu un peu la chance d'organiser en 2016 avec l'école d'architecture qui était celle de Versailles, un échange avec des étudiants de l'école d'architecture de Téhéran sur la question de l'espace public, justement, et de vos projets. Et je me suis rendu compte en allant à Téhéran à l'aune en fait justement du savoir des Iraniennes, leur façon d'être aujourd'hui dans l'espace public, de la manière dont en fait elles arrivent à la fois à y être présentes, à être représentées, tout en étant dans une espèce de travail toujours sapé par, on va dire, le régime, d'être masqué ou bien de ne pas arriver vraiment à exister. Mais les femmes dans la société, dans l'espace public, existent vraiment en Iran. Il faut savoir qu'il y a quand même une mémoire antérieure à la condition de la femme en Iran, parce que bien avant la révolution de 70, les femmes, il y avait eu tout un travail de dévoilement de la femme iranienne à l'époque du Shah, qui était une modernisation un peu, on va dire un peu forte. Et de ce fait, la plupart des jeunes Iraniennes, des jeunes Iraniens que vous voyez aujourd'hui, ont leur mère ou leur grand-mère qui ont connu l'espace public en étant libres, en étant dans une forme d'occidentalisation, finalement, dans le rapport avec la ville, avec l'espace public.
Et une fois que la révolution en fait, en Iran est arrivée, ce port de voile, cette disparition de l'espace public est arrivé vraiment petit à petit. C'est pas arrivé brutalement. Ça a été au départ imposé plutôt dans les institutions, dans les écoles, dans les bureaux. Et et l'espace public était libre. Les femmes avaient encore le droit de porter ou pas le voile. Donc ça s'est initié de façon très progressive. Et il faut quand même dire que les femmes ont reporté le foulard ou le voile pour reprendre leur place dans la société. Et pour continuer à être existées, puisque c'était leur seule condition de retrouver leur poste, d'aller travailler, d'aller à l'école, etc. Et pendant un moment, ils ont beaucoup résisté en étant ainsi. Et au fait, il y a eu, même dans la ville, dans la chair même des villes, on va dire, et des rues, une inversion de l'espace public. C'est-à-dire que l'espace public était devenu un espace de représentation qui convenait au régime, dans lequel les femmes œuvraient de façon par le travail, mais pas socialement réellement. C'était un peu comme si elles portaient un masque. Le voile, c'était un masque, en fait, pour ne pas pouvoir être individuel, mais être un groupe, en fait, les femmes. Par contre, à la maison, l'espace public s'était entièrement retourné, puisque dans les maisons, même en Iran, on a plusieurs séjours, un séjour plus intime, un séjour où on reçoit du monde. Et en fait, là, les femmes étaient libres, les hommes et les femmes étaient souvent, en tout cas, dans une partie, je ne peux pas vraiment généraliser, mais dans une partie de l'Iran, on va dire, qui était quand même très qui restait moderne avec ses mémoires antérieures avant 79, où vraiment ils étaient libres, ils recevaient du monde, ils continuaient à recevoir du monde et voilà, à avoir une vie sociale mais, à l'intérieur. Et puis ce rapport avec l'espace public, il était au fait inversé partout, même par la question de la liberté. On pense qu'un espace public, c'est un espace souvent de la représentation du pouvoir, des Grecs de l'Agora. Et même quand vous voyez les grands axes de Haussmann, etc., c'est souvent des espaces où on peut voir loin, où on a une représentation forte du pouvoir. En Iran, ce pouvoir qui était devenu extrêmement radical et autoritaire faisait que les jeunes et ceux qui cherchaient à s'en libérer, à se détacher des codes qui leur étaient imposés, choisissaient des espaces alternatifs, comme par exemple les toits ou les sous-sols, qui devenaient d'autres espaces de liberté. Et presque des espaces publics, surtout que souvent dans les villes en Iran, les toits sont joints en fait, les uns aux autres par une espèce de ville un peu nappe. Donc c'était très facile d'avoir une ville haute, libérée en tout cas, décadenacé, au fait, de la question du sol, qui était l'espace public du pouvoir. C'est comme ça que vous voyez d'ailleurs dans des films que je vous invite à aller voir, comme Persépolis ou Les Chats Persans, où on voit la jeunesse iranienne qui arrive à trouver dans ces lieux-là un espace de liberté qui devenait leur espace commun. Très bien, merci beaucoup, Rita, pour cette explication. Shoah Akademi, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur l'apartheid de genre en Iran? Oui, j'ai plusieurs choses à ajouter. J'aimerais aussi peut-être entendre ce que Delphine Minoui, qui a fait beaucoup de terrain en fait en Iran, a dire. Enfin, je ne sais pas comment vous avez organisé la réunion. Je sais qu'il faut que je... Il y a Oui. aucun souci. Allez-y, Delphine. Je vous en prie de prendre la parole. Merci. Oui, pardon, parfois je n'entends pas très bien, donc vous pouvez juste me répéter la question, s'il vous plaît. Pas de problème. Alors, du coup, Vita Almiroy, au départ de la situation des femmes iraniennes dans l'espace public, et du coup, ma question portait sur vous, votre interprétation, étant donné que vous avez fait beaucoup de terrain en Iran. Comment interprétez-vous aussi la situation des femmes iraniennes dans cet apartheid de genre qui se représente aussi du coup, dans l'espace public?
Oui, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est la façon dont les femmes cherchent à s'octroyer leur place dans la société en tant qu'être humain à part entière, puisque depuis l'arrivée des religieux au pouvoir, la femme s'est retrouvée à être seulement la moitié d'un homme, en tout cas en termes de rapport à la loi, à l'imposition de la charia. Une image qui m'a beaucoup, beaucoup marquée ces derniers temps dans toutes ces vidéos qui nous proviennent de l'Iran, vous avez dû les voir aussi, ce sont ces jeunes qui justement brisent cet apartheid dans les universités quand ils retirent ce mur d'enceinte dans les cantines qui séparait traditionnellement les hommes des femmes en Iran. Parce que c'est vrai que cette ségrégation, elle a été vraiment institutionnalisée au cours de ces dernières années. Moi, je me souviens quand j'habitais à Téhéran, j'y étais de 1997 à 2009. Quand vous montiez dans le métro, vous aviez la section des hommes, la section des femmes. Dans le bus, vous aviez un compartiment pour les femmes, un compartiment pour les hommes. Dans les mariages aussi, souvent, vous avez la section femmes, la section hommes. Et au fil de toutes ces dernières années, et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, l'épisode révolutionnaire est une sorte de cristallisation de toutes ces demandes qui n'ont jamais été entendues de la part du régime. Mais au fil de toutes ces dernières années, en effet, les femmes ont toujours tenté de briser cette ségrégation. Une de leurs grandes victoires, c'est la réussite scolaire, la réussite universitaire, puisque selon les statistiques, il y aurait aujourd'hui plus de la moitié des étudiants qui seraient des étudiantes. Shora évoquait également tout à l'heure cette pétition qui avait été lancée en 2005-2006, qui pour moi était un grand tournant dans l'histoire contemporaine des mouvements féministes en Iran. C'était la fameuse pétition pour la parité entre les hommes et les femmes. Je me souviens à l'époque, j'avais beaucoup suivi ces jeunes activistes qui faisaient la tournée du pays, souvent des villages, et ça c'était très marquant. Ça brisait aussi, je trouve, le mur de la ségrégation entre les zones urbaines et les bourgades populaires reculées dans les provinces. Et vous aviez des femmes, pour beaucoup de jeunes femmes, qui littéralement allaient faire du porte-à-porte dans tous les milieux et qui allaient expliquer aux femmes quels étaient leurs droits, quelles étaient les limites auxquelles elles faisaient face, mais comment elles pouvaient, d'une certaine façon, contourner ces obstacles, être finalement plus ailées que le régime lui-même. Quelque chose à l'époque qu'ignoraient beaucoup les femmes, c'est que quand vous signez un contrat de mariage, par exemple, vous avez le droit, quand vous êtes en face du mollah, de poser des conditions à l'avance à votre mari. Donc, vous pouvez préciser que vous exigez la garde des enfants, que vous voulez demander d'avoir l'autorisation de pouvoir vous déplacer seul, voyager seul, ce qui n'est pas gagné dès le départ, puisque la loi vous dit que normalement, vous devez avoir l'autorisation de votre père, de votre frère ou de votre mari. Et grâce à cette pétition, ça a été incroyable parce que ça a créé une espèce de prise de conscience généralisée de la population féminine, que ce soit des femmes éduquées, que ce soit des femmes au foyer. Et ça, je pense que ça a brisé. Ça a brisé un mur à l'époque et ça a semé des petites graines qui sont aujourd'hui justement en train de bourgeonner dans les rues de Téhéran et de toutes les villes iraniennes. Et finalement, comme vous le voyez, malheureusement, en effet, parmi les protestataires, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont été victimes de cette répression, qui sont mortes sous les balles ou sous les coups, des filles très très jeunes, 16, 17 ans, mais si elles ont eu l'audace de sortir dans la rue, c'est aussi parce que ça s'inscrit, d'après moi, dans la continuité de tous ces combats qui ont été menés par leur mère et par leur grand-mère au cours des années précédentes. Très bien, merci beaucoup Delphine. Shora, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à ce qu'il a dit? Oui, donc, je pense que sur la ségrégation de genre, Delphine a tracé un tableau assez complet. Ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est finalement de compléter encore plus ce tableau, parce qu'il y a en effet une complexité, et revenir sur la rupture entre les valeurs de ce régime et la population iranienne. En fait, pour moi, les choses, en tant qu'anthropologue,
les choses sont plus compliquées, en fait. Si on prend un regard un petit peu de sciences sociales, les choses sont un petit peu plus compliquées parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'en 1979, quand Khomeini a été reconnu un petit peu comme le leader de la révolution, une révolution qui demandait la fin de l'ancien régime, donc le départ du Shah, parce que même si les femmes étaient libres de porter des mini-jupes, elles l'étaient, mais bon, il y avait quand même les traditions familiales, voilà, etc. Les femmes ne portaient pas le hijab sous le Shah, mais ce n'est pas pour autant que l'espace public était libre et que la société était totalement libre. C'était pour justement, c'était des revendications de liberté politique et d'égalité sociale qui ont porté la révolution de 1979, qui était pour mettre fin à l'ancien régime. Mais Khomeini a été reconnu comme le leader de cette révolution parce que d'une part, beaucoup des partis politiques révolutionnaires, des partis révolutionnaires comme les partis de la gauche, comme l'organisation des Moudjahidines du peuple, qui étaient finalement des partis qui avaient beaucoup de supporters parmi les jeunes, la jeunesse, les étudiants, qui, comme on le voit aujourd'hui, sont quand même ceux qui vont en majorité, qui se mettent en jeu quand il y a des situations insurrectionnelles comme celle-ci. Donc, en fait, ils avaient eu une part extrêmement importante pour faire la révolution. Pour renverser le Shah. Et ils voyaient en Khomeini quelqu'un qui n'était pas du tout dangereux. C'était un vieillard, un religieux qui était une espèce d'arbitre, qui avait toujours dit que de toute façon tout le monde serait libre, etc. Et donc, il y avait ça d'un côté, mais de l'autre côté, il y avait la population iranienne, dans sa, voilà, la grande population iranienne. Et là, je pense qu'il y a quelque chose quand même qu'il faut dire, c'est que la population iranienne de 1979, c'était avant la révolution sociale, c'est-à-dire que, en effet, le taux d'alphabétisation, le taux d'illettrisme dans les campagnes et d'illettrisme des femmes, l'urbanisation, la démographie, le nombre d'enfants qu'avaient les femmes, etc., était très différent d'aujourd'hui. Et on était plus proche d'une société extrêmement traditionnelle, avec aussi 20% de nomades. Et donc, cette population-là, sa partie sa majorité en fait qui était traditionnelle était pas du tout incompatible au niveau des idées avec le projet de la République islamique. Et ça, il faut s'en souvenir. C'est-à-dire que on n'a pas, il y avait des différences, il y avait des grandes ruptures culturelles et de classe. C'était une société extrêmement divisée. La société iranienne. Et donc, on n'est pas face à... je trouve que, voilà, il ne faut pas oublier non plus... je travaille, moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur la mémoire de la révolution iranienne, la post-révolution et le fait que justement la révolution de 79 n'était pas une révolution islamique au départ. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec beaucoup de choses qui se disent, mais par contre, il faut quand même se souvenir que à la base, la République islamique, à travers 8 ans de guerre, Iran-Irak aussi, a réussi à s'imposer. En fait, ce qu'a réussi à faire la République islamique, c'est en 88, c'est de faire coïncider l'identité iranienne et l'identité république islamique. Tant et si bien que ceux qui n'étaient pas justement dans cette identité république islamique étaient toujours vus comme ceux de l'extérieur. Ils étaient toujours vus, vous n'avez pas connu la guerre, vous êtes moins iranien, vous êtes la diaspora, alors qu'il n'y a pas une diaspora. Mais il y avait cette idée que la République islamique, par une violence inouïe quand même, on a eu 10 ans de massacres, d'emprisonnement à large échelle, plusieurs dizaines, plusieurs centaines, on compte 150 000 prisonniers politiques dans les années 1980 à peu près, et plus de 20 000, c'est le très bas chiffre, exécutés politiques. Donc, à travers cette violence, à travers la guerre, etc., la République islamique a réussi à exclure tous les éléments qui n'étaient pas justement républicains islamiques, et donc à s'imposer. Et c'est de là qu'on part. Et donc ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et donc aujourd'hui, on a une rupture qui vient de l'intérieur de la société iranienne, où, comme le rappelait Delphine Minoui, on a des femmes et des hommes et des jeunes, etc., qui viennent de milieux qui traditionnellement
portait ces valeurs de la République islamique, enfin en tout cas n'était pas en confrontation de valeurs avec la République islamique, qui aujourd'hui le sont. Et ça, c'est l'évolution et c'est l'héritage aussi, en effet, d'un mouvement féministe et aussi d'une évolution, d'une révolution sociale, en fait, qui a continué et avec un énorme paradoxe qui est que c'est sous la République islamique que la scolarisation des femmes a eu lieu. Je ne pense pas que c'est la République islamique qui a scolarisé les femmes, mais c'est une révolution sociale qui, de toute façon, a eu lieu dans beaucoup de pays. Et le port du voile, en fait, l'énorme paradoxe, c'est que le port obligatoire du voile à l'école a aussi fait que beaucoup de familles traditionnelles ont quelque part fait confiance à l'école là où elles ne le faisaient pas avant et ont envoyé leurs filles. Mais tout ça, ce sont des grandes évolutions sociales. Mais donc, il faut voir la photographie plus large et voir dans quelle rupture extrêmement profonde des mentalités et des valeurs qui s'est fait sur les 10 ou 15 dernières années intervient en fait le basculement qui a lieu aujourd'hui et qui est quand même quelque chose pour moi de nouveau, qui ne date pas de septembre, mais de nouveau dans le sens où on est dans un retournement par rapport aux années 80 et à la place de la société iranienne et aux valeurs de la société iranienne au moment et après la révolution de 1979. Merci beaucoup à toutes. Je vais passer le micro à ma camarade pour la question suivante. Concernant la violence de la répression, de nombreuses images nous parviennent des réseaux sociaux et sont relayées par les médias étrangers tels que la BBC Persian, révélant l'utilisation de gaz toxiques dans le Kurdistan et le Baloutchistan contre les minorités ethniques peuplant ces régions. Le massacre de Zahedan a fait au moins 100 morts en un seul jour. La situation est très préoccupante. Le régime serait-il en train de tenter à nouveau, comme il a su le faire lors des derniers mouvements, de faire passer la révolution pour une guerre interethnique? On peut commencer avec Flora. En fait, il me semble qu'en effet, ce qui est très impressionnant, c'est que la répression a deux visages. Elle a un visage justement dans les marges de l'Empire, les périphéries, les régions subalternes, et qui est le visage de la riposte armée féroce, mais qui n'est pas nouveau parce qu'il y a des politiques antiterroristes au Baloutchistan depuis 2001, l'après 2001, et beaucoup d'exécutions notamment. Voilà, avec l'excuse de ces lois antiterroristes. Et au Kurdistan, où il y a eu une guerre civile en fait de 1979 à 1986 et beaucoup de violences jusqu'en 1990, de violences armées, on a toujours eu des politiques de contre-insurrection. Donc en fait, ce sont des politiques, il y a des héritages de techniques du pouvoir qui durent depuis très très longtemps et en fait le régime réactive aujourd'hui des choses qu'il a pu faire durant les 4 dernières décennies avec ces minorités-là. Sauf qu'avant, c'était un petit peu open bar parce que en gros, il n'y avait pas cette solidarité aussi nationale et que ce qui était fait à ces minorités, il faut dire que il n'y avait pas beaucoup de soulèvement au sein de la population iranienne. Le slogan Zahedan, Sanandaj Zahedan, la pupille et la lumière de l'Iran, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc en fait, il y a aussi, ce n'est pas uniquement la domination et la violence sociale envers les minorités n'est pas uniquement le fait du pouvoir et du régime policier, c'était aussi quelque chose qui était au sein de la population iranienne, qui est extrêmement perso-centré, centralisé autour de Téhéran, etc. Donc ça, c'est d'une part, on a cette répression qui est militaire, et l'autre visage de la répression, dans les centres-villes, dans les villes, avec la population étudiante, on a, moi, ce que j'appelle l'État voyou, c'est-à-dire ce qui est plutôt de l'ordre des escadrons de la mort, des centres de détention secrets, des disparitions forcées, de l'ensemble des techniques qu'un pouvoir peut utiliser quand il fait entrer en scène des acteurs qui sont pas des acteurs qui se présentent comme étant des acteurs étatiques. Au Kurdistan, ce sont des Bassidji ou des Séparis ou des gardiens de la révolution en uniforme
qui tirent à la mitraillette sur la foule. Les gens qui arrêtent les étudiants ou les avocats, les journalistes à Téhéran, on ne sait pas qui c'est. Ils peuvent se présenter comme étant un facteur, sonner à la porte et kidnapper littéralement la personne. Il y a beaucoup de gens qui ont été parmi les 14 à 15 000 personnes qu'on recense qui ont été arrêtées, dont on ne sait pas pour beaucoup où elles sont. Il y en a beaucoup qui ont été arrêtés pendant les manifestations, mais beaucoup ont été arrêtés de façon préemptive. Juste parce qu'on savait que c'était des personnes qui étaient actives, qui étaient activables politiquement. Donc en fait, c'est une répression à plusieurs visages et qui correspond en fait et qui réactive des traditions de violence que la République islamique a mis au point et a aiguisé au long de ces 4 décennies de répression. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, d'habitude, ces techniques-là étaient très efficaces pour faire tout de suite tomber ou pour ériger tout de suite le mur de la peur. Dès qu'il était un petit peu rompu, en 2009, on disait le mur de la peur a été rompu, il a été rompu assez rapidement et rapidement réérigé à travers les centres de détention secrets, à travers les confessions forcées, etc. Aujourd'hui, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que le mur de la peur reste à terre. Et ça, c'est vraiment très important. Et je pense que c'est la question des émotions et la question justement de la peur est une clé d'entrée essentielle et où peut aller le mouvement actuel. Merci beaucoup, Flora. Delphine, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur la question? Oui, moi, ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est de voir à quel point le régime a recours à la violence de façon de plus en plus assumée. En 97, pendant le mouvement estudiantin, il y avait eu quelques victimes. En 2009, c'est toujours très difficile d'avoir des chiffres, mais on parlait de 100 à 300 morts. Après, il y a eu un nouveau cap en 2019 avec une répression qui a fait 1500 morts en l'espace d'un mois. Et là, aujourd'hui, on sent qu'on est, voilà, ça va crescendo. Le régime n'a pas peur de faire des victimes. On voit que les manifestants sont ciblés avec des balles réelles, souvent directement dans le visage, voire dans les yeux. Et le régime n'a pas peur de tuer de très, très jeunes manifestants. On parle à ce jour de plus de 50 victimes mineures en un petit peu plus de 2 mois seulement de manifestations et de répression. Et pour rejoindre ce que disait Shora, en effet, c'est vrai que quand on observe des zones comme Zahedan, notamment le Sistan-Baloutchistan, il était déjà très, très fréquent d'entendre parler d'une répression, je dirais, au quotidien, puisque c'est une zone où très régulièrement des personnes qui sont arrêtées, que ce soit des activistes, que ce soit des trafiquants à la frontière, que ce soit des gens accusés je dirais, de flirter avec, entre guillemets, les djihadistes, etc. Il y a eu très, très régulièrement ces dernières années des exécutions, des condamnations par exécution. Donc, cette violence, elle était déjà là, elle était déjà latente. Mais encore une fois, là, je pense qu'on passe à une vitesse supérieure parce que on se retrouve, vous voyez aussi les images, on se retrouve pratiquement face à des scènes de guerre. Moi, pour avoir beaucoup couvert les printemps arabes, les révolutions, que ce soit en Tunisie, en Égypte, mais également en Syrie, malheureusement, moi, ça me rappelle beaucoup aussi le scénario syrien, même si c'est très, très difficile de dresser des parallèles et de faire des comparaisons. Mais on sent, en effet, pour revenir à la question de départ, qu'il y a une volonté aujourd'hui, je pense, de la République islamique de vouloir faire croire aux derniers Iraniens qui soutiennent le régime qu'il faut se protéger, il faut protéger la patrie, il faut protéger la nation contre des velléités indépendantistes venant des différentes ethnies du pays. Et c'est vrai que moi, ça me rappelle un peu aussi les discours que tenait à l'époque Bachar al-Assad et qui continue à tenir aujourd'hui, c'est-à-dire cette théorie de moi ou le chaos. Et donc aujourd'hui, la République islamique, c'est un petit peu aussi pour se sauver, parce que c'est son dernier recours, c'est nous ou le chaos. C'est-à-dire si vous ne nous faites pas confiance, si vous ne vous unissez pas autour de nous, eh bien voilà, vous allez avoir un pays qui va se morceler, qui va se déchiqueter de partout et nous allons assister à une guerre civile et à un basculement dans la violence. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le régime utilise beaucoup aussi cette arme-là
pour tenter, malgré tout, mais c'est pas du tout gagné, de fédérer la population autour du noyau dur qui se rétrécit de plus en plus. Parce que ce qui est vraiment frappant aujourd'hui, c'est ce fossé de plus en plus flagrant entre une minorité au pouvoir et une population qui est remontée contre lui, y compris des personnes qui très longtemps ont soutenu les valeurs de la République islamique. Merci beaucoup, Delphine. Lida et Vita, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la question? Oui, non, moi je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense qu'on a tous, on est tous et toutes très concernés par les images qui nous viennent d'Iran, et ces scènes qui nous rappellent tristement les scènes syriennes. Mais c'est vrai qu'on a aussi l'espoir d'un scénario différent, au sens où, enfin, en tout cas, moi personnellement, il y a quand même quelque chose qui est très difficilement tenable par le régime islamique sur le long terme, au sens où il y a 72% de la population iranienne aujourd'hui à moins de 40 ans. Ça veut dire qu'elle n'a pas connu la révolution islamique, elle aspire à autre chose. Et 72% de la population, on ne peut pas tous les tuer. Et en fait, effectivement, la répression, comme l'a expliqué Shola, il y a quelque chose de l'ordre d'une tradition de la violence, d'armes de répression qui ont été aiguisées au fur et à mesure du temps, mais qui avaient pour but principal de faire peur et d'étouffer les contestations. Aujourd'hui, est-ce que le régime islamique est prêt à faire basculer le pays dans un chaos durable pour se tenir au pouvoir, en sachant que 72% de la population au minimum ne lui sera plus jamais subordonnée? Est-ce que donc non? Vous voulez rajouter quelque chose sur ça? Juste être d'accord avec tout ce qui vient de se passer, là où c'est important, je pense, le fait qu'on se déplace et on essaie chacun à notre échelle, voilà, de diffuser l'information de ce qui se passe en Iran, c'est que forcément, c'est une révolution menée par des jeunes, des très jeunes. Et donc, je pense que vous, en tant qu'étudiant, vous pouvez, en solidarité aussi, vous sentir concerné. Parce que quand on est étudiant, on aspire forcément à prendre le monde, à en faire partie et peut-être même à y trouver sa place en le changeant aussi. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on passe du temps à diffuser l'information. Merci beaucoup pour vos 4 réponses. Et on va maintenant passer à une question sur ce qui s'est passé donc, dans les médias occidentaux. Ces dernières semaines ont été marquées par la multiplication d'interventions de journalistes et également d'experts sur les médias occidentaux qui affirment que la révolution actuelle en Iran manque d'un leader et que cela rend donc difficile une transition vers un nouveau système politique. Donc, selon vous, s'il manque de leader il y a, est-ce réellement un frein à tout changement politique? De même, quelle configuration politique pourrait-on imaginer après la chute de l'Iran? J'aimerais bien vous poser la question à vous, étudiant de Sciences Po. Il y a plusieurs choses. Effectivement, il n'y a pas d'individu identifié comme leader de cette révolution, mais il y a un aspect très stratégique aussi à ça. C'est qu'on a vu en 2009 que le mouvement de contestation contre la révolution frauduleuse d'Ahmadinejad a été porté par une figure qui est celle de Mussolini. Une fois que cette figure est tombée, le mouvement a difficilement continué. Il y a quelque chose de l'ordre d'une horizontalité dans cette révolution qui permet d'une part de ne pas identifier une seule personne et donc neutraliser cette révolution en neutralisant en fait une individu qui a envie d'identifier.
Et d'autre part, ça vient aussi de quelque chose qui me paraît assez finalement euh, très représentatif du caractère inédit de cette révolution dont on parlait au début, c'est que elle est transgenre, elle est transclasse, elle est transdisciplinaire, toute la société se sent concernée en fait par ce qui est en train de se passer. Et ils ne sont pas unis derrière un certain parti politique, puisque les vues politiques sont diversifiées. Ils ne sont pas réunis derrière une religion, puisqu'on a une diversité de religion, mais derrière une ethnie, puisqu'on a une diversité d'ethnie. Au contraire, on voit que cette révolution porte en elle une solidarité qui est assez nouvelle, en fait, finalement, en Iran. Il y a quelque chose de cette unité et cette fierté qui est nourrie par la fierté de la diversité de la population, l'envie d'intégrer toutes les ethnies, toutes les religions, tous les genres, tous les points de vue, toutes les histoires, toutes les langues, dans ce même combat vers la fin du régime islamique. C'est très caractéristique, en fait. Et je pense que dans cette dynamique-là est peut-être difficilement conciliable avec un leader qui porterait sa vision de l'Iran de demain. En fait, cette révolution est fondamentalement démocratique. C'est une souveraineté par le peuple, en fait, par cette diversité-là. Elle n'aurait pas la même portée, la même force, je pense, si elle était portée par une vision unique d'un tel être humain. Merci beaucoup, Aïda. Aïda, est-ce que vous voulez dire un petit peu plus? Moi, je pense que il y a un terme qui est vraiment juste, c'est l'unité, en fait. On retrouve là de façon très claire autour de ces revendications. Il me semble que de toute façon, il va être très difficile de faire marche arrière aujourd'hui. La jeunesse avance de façon très sacrificielle. Et je ne vois pas de quelle façon ce régime pourrait fermer les yeux sur vraiment ce qui s'est passé. De toute façon, on voit aussi beaucoup d'images dans Iran, dans les cafés à Téhéran, il y a des femmes qui ne portent plus du tout le voile. Donc, en fait, il y a une forme aussi de très grande provocation, très forte dans la ligne rouge qui existe déjà au quotidien, qui montre que les choses ont changé. Et alors, il n'y a pas de leader, c'est peut-être pas mal aussi. Merci beaucoup, Peter. Flora et Delphine, sur la question. Moi, je vais peut-être parler parce qu'il faut que malheureusement, je vous quitte ensuite. Donc, simplement sur cette question, donc, il manque, il n'y a pas de leader, mais pourquoi? Parce que tous les leaders potentiels ont été soit enfermés, soit tués, tout simplement assassinés ou exécutés, voilà, et ou forcés à l'exil, enfin les potents. Donc ouais, il n'y a pas de leader, mais par contre, il y a un slogan. Il sert à quoi le leader? Il sert à unifier, il sert à donner une direction, il sert à incarner une alternative. En fait, peut-être que en effet, dans le monde où on est, on peut faire ces choses-là de multiples manières. Mais par ailleurs, ce qui est vrai aussi, c'est que la Révolution française n'avait pas de leader. La Révolution russe de 1917 n'avait pas de leader. Lénine, il est arrivé bien après. C'était déjà fait. Donc, en fait, et n'avait pas de projet politique aussi. Ni la Révolution russe, encore une fois, c'est ensuite, ni la Révolution française. Oui, il y avait un projet de démocratie, etc. Mais vous avez vu que ça a mis 100 ans. Enfin, tout ce que je veux dire, c'est que cette idée qu'il faut un leader et un projet politique déjà tout fait, une feuille de route pour qu'une révolution réussisse de fait, c'est pas ce que nous montre l'histoire. Et simplement, comme j'ai eu
Connaissance de vos questions, vous nous avez fait l'amitié de nous les poser et qu'il va falloir que je parte. Je voulais dire un mot sur la question de la peur, si je peux, de la peur, de ce qu'on peut faire, justement, si je peux, puisque un des enjeux, c'est de savoir comment comment aider, comment soutenir ce qui est en train de se passer actuellement en Iran. Et il me semble qu'il y a plusieurs choses. Les pays occidentaux, par exemple, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire au niveau de la politique des visas, du soutien, des structures de soutien pour ceux qui vont être amenés aussi à quitter le pays peut-être dans les prochaines semaines ou mois. Donc ça serait très, très important. Amnesty International rappelle que les mobilisations, en fait, les pressions qui sont faites, quand on connaît l'identité des personnes qui sont arrêtées ou condamnées à mort, des campagnes internationales avec des tweetstorms, etc. En fait, les ONG de défense des droits disent que ça marche, en fait, qu'on voit vraiment la différence. Donc ça, c'est aussi important. Mais moi, il me semble qu'il y a une autre chose qu'on peut faire ici et que chacun de vous pouvait faire, et c'est très important, c'est de ne pas avoir peur, en fait, d'accompagner ce mouvement des Iraniens, qui est d'avoir fait tomber le mur de la peur, et que de notre côté ici, on croit en eux. Et ça, je pense, c'est très important. Il y a quelque chose de très performatif. Et pour revenir à la Syrie, le pouvoir iranien, pendant presque 10 ans, tous les soirs aux informations, faisait passer ce message subliminal aux Iraniens: si vous bougez, l'Iran deviendra la Syrie. C'est un discours qui était extrêmement présent de façon explicite, implicite, mais en montrant les atrocités syriennes, en disant: attention, vous avez la chance d'avoir un pays qui est en ordre, et l'Iran pourrait devenir la Syrie, donc faites attention. Et donc, en fait, les gens ont été maintenus dans la peur pendant très longtemps. Moi, il me semble qu'il y a des éléments, et ça serait vraiment intéressant de pouvoir les explorer en détail, mais qui peuvent nous montrer à quel point est-ce que la situation aujourd'hui est différente de celle qui a conduit au désastre syrien. La société iranienne est très différente dans sa composition, dans sa nature, dans sa structure, dans son transnationalisme de la société syrienne. Le pouvoir syrien dans les 30 dernières années était différent du pouvoir iranien dans les 30 dernières années. La question ethnique se pose de façon absolument différente dans les deux pays. Le contexte régional est très, très, très différent. Le contexte international est extrêmement différent. La Syrie aussi s'est maintenue grâce à l'aide de l'Iran et de la Russie. Or, aujourd'hui, on a un contexte international avec des alliés potentiels de l'Iran qui sont tout à fait différents. Enfin, il y a un ensemble. Et puis, les Occidentaux ont une responsabilité énorme, en fait, dans l'envenimement et la transformation de la révolution syrienne en une guerre civile. Or, là, on est encore une fois dans un contexte très différent. Donc je pense que il est important, en fait, que nous avons peut-être l'opinion publique occidentale et surtout les étudiants et surtout vous qui vous intéressez à ces questions-là. Ce qu'il y a à faire, tout d'abord, la plus grande aide, c'est de travailler sa peur, comme les Iraniens travaillent leur peur. En fait, la peur, ça se travaille. C'est vraiment il y a une autodiscipline, il y a une pratique de soi, il y a une façon de lire, de se documenter, de maintenir l'espoir, de décider d'y croire, de faire le pari, de soutenir ceux qui font des choses, et de savoir que son scepticisme, en fait, c'est pas de l'intelligence forcément, ça peut être aussi de la protection. Et donc, il y a l'esprit critique, mais le scepticisme, c'est autre chose. Et donc, l'espoir, ça se travaille, la peur, ça se travaille, la solidarité, ça se travaille. Et donc, en fait, ce que vous pouvez faire, plus que de donner ou de tweeter, c'est vraiment de travailler sur vous-même, sur ces éléments qui sont certes émotionnels, mais qui peuvent se travailler, voilà, au quotidien. Merci beaucoup, Shora, pour tous vos apports extrêmement riches et pour le temps que vous avez pris avec nous aujourd'hui. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci pour la Dessus, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la question du manque de leader et du configuration? Oui, tout à fait. Je pense que c'est une question très importante. L'absence de leader, ça peut être une faiblesse, en effet, mais ça peut être une force, comme c'était rappelé précédemment, parce que ça évite qu'un chef qui mène la danse se fasse arrêter et que le mouvement comme ça s'effondre du jour au lendemain.
Ce qui est frappant, c'est que s'il n'y a pas de leader, en revanche, il y a une vraie chaîne de solidarité qui s'organise de manière complètement informelle à travers le pays, au niveau des quartiers, au niveau des régions. Il y a des relais partout, des relais comme les syndicats, je pense aux syndicats des chauffeurs de bus, les syndicats des professeurs, les médecins, les employés qui font grève dans certaines raffineries pétrolières. Donc, tous ces petits relais, finalement, sont des maillons d'une grande chaîne qui permet que le mouvement s'auto-alimente en permanence, soit toujours dans l'action. Et l'action, c'est vraiment un mot qui est assez frappant, qu'on entend beaucoup chez les jeunes, la fameuse génération Z, vous savez, tous ces jeunes qui ont grosso modo entre 16 et 25 ans, qui sont finalement les petits-enfants de la révolution de 1979. Et c'est très intéressant de discuter avec ces petits-enfants. Je suis très souvent au téléphone avec eux à travers le pays. Ils sont complètement différents de la génération précédente. C'est des gens qui n'ont pas peur du tout. C'est des gens qui sont jusqu'au boutistes, qui ont grandi dans ce régime, qui en ont intégré les codes de survie, mais également les codes de contestation. Et souvent, je me souviens d'une phrase prononcée par l'un d'entre eux récemment. Il me disait, oui, moi, par exemple, mes grands-parents, quand ils ont fait la Révolution, ils regardaient la Lune et ils voyaient Khomeini dans la Lune. Il dit, mais nous, c'est pas du tout ça. Nous, on veut du vrai. On veut du concret. Nous, tous les ismes, on n'en a rien à faire. On les envoie tous balader. On veut pas du communisme. On veut pas. Ils utilisent même pas le mot féminisme parce que pour eux, ça n'a pas de raison d'être. Une femme doit de facto être l'égale d'un homme. Donc pourquoi parler de féminisme ? Et dans ce sens-là, ce qui est très frappant, c'est que finalement, quand on discute avec ces jeunes, chacun de ces jeunes est le héros de sa propre histoire. Chacun se forge son histoire, chacun se forge son identité. Et à travers je dirais, cette collectivité d'identité, c'est ça qui crée aujourd'hui cet épisode révolutionnaire auquel on assiste. Et plutôt que d'avoir des leaders, ces gens préfèrent avoir, je dirais, des modèles d'inspiration. Et vous avez pu le voir ces derniers temps, par exemple, ces actrices qui décident de retirer le voile, qui ont l'audace de le retirer, alors que c'est des personnalités publiques qui peuvent faire face à de grosses sanctions de la part du régime. D'autres modèles, ce sont par exemple les sportifs de haut niveau, voire les footballeurs. Vous avez vu récemment l'équipe nationale de foot qui a refusé de chanter l'hymne national. Et toutes ces petites actions, tous ces petits actes de défiance fonctionnent comme, je dirais, une espèce d'élan, de stimulus pour permettre à cette mobilisation de se poursuivre, même en l'absence de leader. Et pour terminer en revenant un peu sur ce que disait Shola, en effet, les leaders, pourquoi il n'y en a pas ? Parce qu'ils sont soit en exil, soit ils ont été exécutés, soit ils sont en prison. Et une blague qui circule beaucoup en Iran, c'est de dire, de toute façon, ça ne sert à rien qu'on crée un gouvernement. Notre futur gouvernement, il est déjà là. Il est tout simplement dans la prison d'Evin et il suffira d'ouvrir les portes pour qu'il soit déjà constitué. Parce que c'est vrai, en effet, aujourd'hui se trouvent de grands intellectuels, des activistes, des opposants, des avocats et des avocates qui sont vraiment, je dirais, à la pointe de la contestation iranienne. Malheureusement, ils ont été étouffés. Je pense par exemple à cette avocate Nasrin Sotoudeh qui est exceptionnelle. C'est une femme qui a toujours défendu les droits humains et c'est une femme qui peut-être à l'avenir pourrait jouer un véritable rôle au-delà de l'aspect légal, elle pourrait jouer un vrai rôle politique parce que qui mieux que Nasrin Sotoudeh connaît son pays de l'intérieur. Merci beaucoup, Delphine. Et je passe maintenant la main à Adrien pour la suite. Alors, du coup, je pourrais commencer à en parler un petit peu. Et par rapport à cette révolte, quelles mesures vous attendez des Occidentaux? Qu'est-ce que vous pensez déjà de certaines mesures des actions qui ont été prises? On sait que l'Union européenne a fait un certain train de sanctions contre les responsables iraniens. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans ces sanctions au risque d'en faire pâtir la population iranienne? Vous avez pu aller plus loin avec les sanctions des États-Unis. Et est-ce qu'au final, les Occidentaux n'ont-ils pas peur de la puissance nucléaire iranienne? On peut peut-être laisser les commencer. Effectivement, il y a plusieurs trains de sanctions qui ont été prises par l'Union européenne. Il y a 123 personnes qui sont sous le coup de mesures restrictives pour l'instant.
Il faut confronter ça au fait qu'on a 227 parlementaires iraniens qui ont voté le recours à la peine de mort après jugement pour toute personne arrêtée lors des manifestations, qu'il y a des milliers de personnes qui sont dans les rues aujourd'hui et qui sont des donneurs d'ordre de la répression. Donc en fait, et puis garder aussi à l'esprit que toutes les personnes qui sont aujourd'hui membres du gouvernement de régime islamique ont des laissez-passer diplomatiques, ce dont parlait Chauvin, le recours à des visas, voilà, c'est des choses qui sont des privilèges qui leur sont toujours aujourd'hui accordés. Et puis, 5400 enfants de ces personnes qui vivent à l'étranger dans nos pays, en Occident, en Europe, au Canada et aux États-Unis, qui vivent librement avec des comptes bancaires remplis d'argent public iranien. Et toutes ces choses-là n'ont jamais été sanctionnées par les sanctions dont tu parlais tout à l'heure, les sanctions qui ont été appliquées depuis 2018. Elles ont sanctionné principalement la population iranienne, en provoquant une inflation dramatique, en augmentant énormément les chiffres du chômage et en rendant impossible une vie en fait classique pour un habitant iranien. La classe dirigeante n'a pas été si impactée que ça. Donc en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup, on voit des tribunes, on voit des personnes qui parlent de sanctions ciblées. Les sanctions ciblées, c'est des sanctions qui nomment les personnes des donneurs d'ordre, qui gèlent leurs avoirs, qui les bloquent dans les privilèges qui leur permettent aujourd'hui de continuer à exister. Donc c'est des moyens d'action qui existent, qu'il est possible d'activer. Et en ce qui concerne la peur du nucléaire, en fait, ça fait 4 ans que l'Iran enrichit son uranium de manière non surveillée internationalement. Donc, en 2018, on était à 4% d'enrichissement du nucléaire. Aujourd'hui, on est à 60%. Et donc, en 90, à peu près pour 93 pour arriver à fabriquer une bombe. On a laissé filer quand même pendant ces 4 ans. Et je pense que l'Iran, en quelques mois, pourrait atteindre ce seuil, mais décide de ne pas le faire. Il y a quand même un enjeu régional, en fait, dans l'acquisition de ces bombes. Le Pakistan est une puissance nucléaire déclarée. Bon, il y a quand même ce jeu géopolitique de l'Iran sait dans sa armement va provoquer des armements un peu partout aussi. Donc, c'est pas stratégique et je suis pas sûre que ce soit ce qui bloque aujourd'hui pour les sanctions de la communauté internationale. Je pense qu'il y a une méconnaissance de ce qui est en train de se passer, un délai assez, extrêmement long pour les victimes de la répression évidemment et pour nous, mais encore peut-être que les gouvernements occidentaux estiment qu'il est trop tôt pour estimer si cette révolte-là finalement devient une révolution concrète, parce qu'on c'est toujours présenté comme une question aujourd'hui dans les médias, dans les tribunes, c'est comment est-ce que le régime des Mollahs va vraiment tomber? Et l'implication de l'étranger dans cette bataille-là est absolument nécessaire. Et donc, je pense que c'est aussi ça le rôle qu'on pourrait porter tous, en fait, finalement, parce que cette attente de mesures des dirigeants, elle est nécessaire, mais c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cette révolution, elle nous concerne tous, au sens où elle est très horizontale, c'est une bataille qui est commune, c'est une bataille à laquelle on peut tous contribuer pour que les choses aillent plus vite. Donc c'est une question aussi de responsabilité individuelle, finalement, de participation individuelle dans ce qu'on attend, nous, ici, en tant qu'Iranienne, mais en fait, c'est pas que ça ne concerne pas que les dirigeants, c'est aussi un mouvement collectif, populaire, à l'image de ce que la population iranienne est en train de faire aujourd'hui. Là, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, simplement, peut-être aussi que ça sera intéressant de se projeter, de penser à l'Iran par une forme d'hypothèse, en fait, de dire
de voir l'Iran différemment de l'image qu'on en a aujourd'hui, d'imaginer enfin que les dirigeants puissent imaginer aussi à l'aune d'un autre Iran, celui d'un Iran démocratique par exemple, et par cette hypothèse, on va dire, un peu à l'envers, peut-être pouvoir aussi projeter autour du Proche-Orient un autre avenir, une autre façon de retrouver des équilibres géopolitiques. Peut-être que c'est aussi le rôle peut-être des gens qui sont des politologues, des sociologues, de donner à voir aux politiques, aux dirigeants, que serait en fait le monde si l'Iran pouvait atteindre une forme de démocratie. Parce que parfois, quand on inverse le regard sur une situation, quand on fait projet, parfois ça permet de réinterroger les choses et de voir à quel moment on n'a pas su voir les intérêts, à quel moment on n'a pas pu voir les avantages, de quelle manière on peut tirer parti des contraintes et d'une occasion. En fait, je pense que aussi réfléchir à l'Iran comme un projet qui pourrait réinterroger toute la géopolitique pourrait aussi être intéressant. Mais je voulais juste rebondir sur ce que je disais, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque en tout cas, ce qui freine, ou en tout cas, ce qui manque l'élément qui manque pour les dirigeants et occidentaux de peut-être prendre des mesures plus restrictives et plus ciblées et plus rapides, c'est ce manque de projection aussi. Et là où on a tous notre rôle à jouer, vous en tant qu'étudiants et en plus de Sciences Po, mais en fait tous en tant qu'habitants citoyens de ce monde-là, c'est aussi d'alimenter ce projet. C'est alimenter chacun à sa manière cet espoir dont parlait Shola, cet espoir de croire dans cette possibilité de révolution, de croire avec les Iraniens dans leur rêve d'une démocratie laïque pour que ça devienne un projet d'une démocratie laïque, que ça passe du rêve au projet. Et ça, c'est porté par une génération qui a votre âge, par une génération qui partage vos valeurs, qui regarde les mêmes films que vous, qui écoute la même musique que vous, et vous êtes une génération extrêmement connectée à l'international. Et en fait, c'est ensemble, pardon pour la phrase cliché, mais c'est ensemble qu'on fait le projet. Et donc, c'est en alimentant ce projet-là, en le crédibilisant, en s'informant, en informant les autres, en créant du contenu, en faisant des conférences comme ce soir, publiant des choses, en écrivant des choses, vous en parlez autour de vous, et petit à petit, ça devient l'après-révolution devient de plus en plus crédible. Et quand cette après-révolution est crédible, quand le rêve devient un vrai projet, à ce moment-là, les individus qui doivent y participer, ils participent. Et c'est aussi ça notre rôle, c'est de crédibiliser cette démarche, de croire en eux et de porter ce mouvement avec eux pour que ça devienne réalité. Très bien, merci. Delphine, vous souhaitez nous en dire plus sur la direction et le positionnement occidental de cette évolution? Oui, alors pour essayer d'être un petit peu complémentaire par rapport à ce qui a été dit, j'ai pris des petites notes en même temps en vous écoutant. En ce qui concerne les sanctions, c'est évident et on va dans ce sens-là en ce moment, je pense, c'est qu'il faut au plus vite essayer de mettre au point des sanctions contre les acteurs de la répression. De façon à donner un signal fort au régime et lui faire comprendre qu'il est hors de question de le laisser agir en toute impunité. Et ça, je pense qu'il faut le faire en s'inspirant de l'expérience syrienne qui a été un fiasco total, c'est-à-dire que depuis 11 ans, Bachar al-Assad massacre sa population sans jamais avoir été ouvertement sanctionné. Et du coup, il pense qu'il a
il a tapis rouge, quoi. Il peut faire ce qu'il veut. Donc, c'est très, très important aujourd'hui de taper du poing sur la table et de faire comprendre que ce qui est en train de se passer est inadmissible, inacceptable. Les rumeurs de plus en plus prononcées commencent à circuler sur des viols dans les centres de détention. C'est très, très inquiétant ce qui est en train de se passer et c'est pour ça qu'en effet, il faut vraiment tout de suite, au plus vite, essayer d'identifier les acteurs de la répression. Maintenant, en ce qui concerne les sanctions économiques, ça, c'est un grand débat et on sait par expérience qu'elles ne portent pas toujours leurs fruits et parfois, elles agissent à contrario et souvent, elles affectent la population et non les leaders du régime. Il faut rappeler que la République islamique, en 43 ans, a élaboré une véritable expérience, a mis en place une expérience du contournement des sanctions. Donc, de ce côté-là, elle est très, très rodée. Et on sait aujourd'hui qu'une sorte de nouvel axe mondial est en train de se mettre en place avec l'Iran qui se tourne vers la Russie et la Chine. Et du coup, l'Iran, en termes économiques, aura malheureusement toujours les moyens de contourner ces sanctions. Pour revenir rapidement sur la question nucléaire, on se souvient tous de ces liesses de joie incroyables dans les rues de l'Iran en 2015 quand l'accord avait été scellé, un accord plein d'espoir où beaucoup de gens étaient descendus dans les rues avec des effusions de joie qui ressemblaient presque à des scènes révolutionnaires, je dirais, avec l'arrivée d'entreprises occidentales, une relance de l'économie et tout ceci qui a volé en éclats avec la sortie de l'accord nucléaire à cause de Donald Trump en 2018 et qui a été un véritable coup de massue qui a créé une véritable asphyxie économique pour le pays et notamment pour la population. Alors, moi, je n'ai pas de point de vue à donner là-dessus, mais je vous relais ce qu'on entend dans les cercles diplomatiques aujourd'hui, les cercles diplomatiques occidentaux, notamment la France. Il y a une volonté de dire revenons à l'accord nucléaire. C'est difficile d'y revenir vu le contexte, en effet, de la violation des droits de l'homme et de tout ce qui se passe en Iran. Mais du point de vue de certains Occidentaux, l'idée, c'est pas d'aller passer la pommade au régime iranien, mais de tenter quand même de maintenir une certaine forme de dialogue, pas un dialogue pour être à égalité et les prendre comme des amis, mais plus un dialogue pour maintenir un minimum de contrôle, c'est-à-dire garder une certaine forme d'ouverture qui permettrait aux inspecteurs de continuer à regarder ce qui se passe au niveau des centrifugeuses et de l'enrichissement d'uranium, de pouvoir continuer à garder un œil sur ce qui se passe dans le pays. Je sais qu'il y a beaucoup d'appels en ce moment à ce que les ambassadeurs reviennent en poste, notamment en France, mais aussi dans d'autres capitales européennes. Alors, c'est toujours à double tranchant. Par exemple, récemment, à Istanbul, je discutais avec un diplomate américain qui me disait « Oh là 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 là, vous savez, nous, les Américains n'ont plus de représentation diplomatique depuis la prise d'otage à Téhéran. » Et ce diplomate américain me disait à quel point souvent les Américains regrettent de ne plus être sur place. Parce que même si vous êtes sur place et que vous ne pouvez pas faire grand-chose, ça vous garde quand même, ça vous permet de prendre le pouls, de prendre la température de la situation. Donc, même si vous ne pouvez pas être très actif, au moins vous sentez les choses, vous utilisez des canaux contournés pour continuer quand même à parler avec la société, à observer la société, à discuter avec une certaine forme d'opposition. Voilà, je vous livre ça comme ça. Je n'ai pas de point de vue personnel à porter sur la question, mais ce sont des réflexions qui font débat à l'heure actuelle. Maintenant, juste pour terminer rapidement sur ce que nous, on peut faire, ce que vous, les étudiants, pouvez faire à titre individuel. Ce qu'on entend souvent de la part des Iraniens et notamment des étudiants, des lycéens, c'est « ne nous oubliez pas ». Vous savez qu'il y a de plus en plus de restrictions imposées sur les réseaux sociaux, sur l'Internet. On craint toujours la possibilité d'un blackout. Et ce qui est très important pour eux, c'est de savoir que leur voix est relayée, qu'ils ne vont pas se retrouver dans un isolement total. Donc, ça leur fait toujours chaud au cœur. Vous savez, ils sont très connectés, ils sont sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram. Et ça leur fait chaud au cœur de voir que des jeunes comme vous relaient leurs images, leurs causes,
leurs slogans, leurs demandes, leurs revendications pour la liberté, pour l'égalité, pour la démocratie. Et donc, c'est une façon de contribuer un petit peu à leur révolution aujourd'hui. Et en termes plus concrets, je sais que, par exemple, pour vous donner un exemple, aux États-Unis, en ce moment, il y a pas mal de jeunes médecins-chercheurs et de jeunes internes dans les hôpitaux qui organisent des groupes WhatsApp avec des médecins en Iran et qui leur donnent des tuyaux sur comment soigner les blessés, les premiers secours, les kits de première urgence. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un des gros problèmes de la répression aussi, c'est que les protestataires blessés sont arrêtés dans les hôpitaux, sur leur lit d'hôpital et sont embarqués directement dans des centres de détention dont on n'a parfois pas le nom. Et donc, pour éviter que ces gens soient arrêtés dans les hôpitaux, de plus en plus d'Iraniens ne vont plus dans ces hôpitaux, ne vont plus voir les médecins traditionnels, mais se font soigner à domicile. Donc, il y a tout un réseau parallèle qui est en train d'être organisé via des étudiants en médecine. Et c'est comme ça que je ne sais pas s'il y a des étudiants en médecine parmi vous. Je pense que vous êtes plus étudiants en sciences politiques, mais si vous avez des copains étudiants en médecine, tout simplement, voilà, peut-être que vous avez autour de vous un copain iranien qui peut traduire très rapidement des consignes comme ça, kit de survie, quand vous sortez dans la rue pour aller manifester, qu'est-ce que vous mettez? Quel est l'essentiel que vous devez mettre dans votre sac à dos pour pouvoir apporter de l'aide à un copain blessé pour pouvoir vous-même vous débrouiller si vous rencontrez un souci. Encore une fois, on parlait de chaîne, on parlait de maillon, de solidarité. Cette solidarité, elle n'est pas seulement cantonnée à l'Iran, c'est une solidarité, je pense, qui est de plus en plus transfrontalière et qui repose aussi sur des étudiants comme vous à l'étranger qui pouvaient aider ces jeunes qui se battent aujourd'hui pour pouvoir vivre comme vous, avec les mêmes valeurs, pour pouvoir profiter de la même liberté. Merci beaucoup. On va pouvoir passer au dernier acte de la conférence, avec Alexandre. Oui, parce que du coup, jusqu'à présent, on a analysé le phénomène, on a aussi essayé de se projeter un petit peu et dessiner l'après. On avait des questions de réaction, mais là, vu l'heure, je vais laisser tomber. On va parler maintenant plutôt de la thématique autour de l'engagement. La diaspora iranienne représenterait près de 8 millions d'individus, vous en faites partie. Quel rôle cette diaspora doit-elle jouer dans ce mouvement révolutionnaire? Peut-être aussi, ça peut être le moyen de parler de vos engagements personnels, de ce que vous avez mis en place, quelles initiatives, comment votre engagement a-t-il pris forme? Je sais pas qui veut prendre la parole. Et bien, peut-être Delphine, je t'en prie, est-ce que vous avez... Ah oui, pardon, je n'entends pas tout le temps. Quel rôle pourrait jouer la diaspora? Oui, quel rôle pourrait jouer la diaspora? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer? Est-ce qu'il y a une attente, notamment du peuple iranien sur place, qui attend de vous, étant donné que vous êtes des Iraniennes et des Iraniens partis de l'histoire, est-ce qu'il y a une attente forte là-bas? Et aussi, vous, personnellement, quelles sont les choses que vous mettez en place pour soutenir ce mouvement de chez vous, personnellement? Je pense que la diaspora iranienne peut vraiment jouer ce rôle de relais. On le voit à travers les manifestations monstres qui ont pu être organisées à travers le monde ces dernières semaines. Je pense à cette grande manifestation de Berlin qui a été inédite parce que pour la première fois, dans la foule, vous croisiez des opposants en exil qui jusqu'ici refusaient de se parler, se tiraient dans les pattes. Donc, vous avez des figures comme ça aussi qui émergent, des figures d'ailleurs atypiques, issues de la société civile, et ça, c'est très, très intéressant, puisqu'on parlait des modèles tout à l'heure. Je pense à cet homme qui s'appelle Ahmed Esmailian, dont vous avez dû entendre parler, qui a perdu des membres de sa famille lors de l'abattement par les gardiens de la Révolution d'un avion civil au décollage depuis Téhéran. C'était en 2020. Et donc, cet homme-là est devenu une sorte
un des porte-paroles de cette diaspora à l'étranger, porte-parole d'une contestation qui va au-delà de la contestation pour plus de liberté, pour plus d'égalité, pour la démocratie, mais c'est aussi une remise en question de ce pouvoir minoritaire très très vieillissant, il faut le rappeler aussi, qui s'accapare non seulement les leviers du pouvoir politique, mais aussi l'économie du pays. Il y a vraiment eu, ça a été hijacké, je dirais. Et Ismaël Youn est bien placé pour justement contester aussi tout ce qui concerne la corruption aujourd'hui en Iran qui est en train de gangréner le pays. Maintenant, le tableau n'est pas si rose qu'on peut l'imaginer. Moi, ce que j'entends beaucoup, ce que je constate aussi à travers les réseaux sociaux, parce que c'est devenu une espèce de caisse de résonance aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup de dissensions parmi les membres de l'opposition. Ils ont vraiment du mal à se mettre d'accord entre le fils du chat, entre d'autres personnalités qui se trouvent à travers le monde. Je pense à Masih Alinejad, qui est un peu une des meneuses de la contestation au féminin. Il y a une volonté aussi de plus en plus de discréditer certains autres opposants en voulant les étiqueter comme des gens qui auraient à un moment donné dialogué avec le régime. Mais je pense que la question n'est plus là. À partir du moment où il y a une volonté de faire table rase et d'être d'accord sur le fait que le régime doit tomber, il faudrait que tout le monde puisse contribuer à sa façon et que ce soit une diaspora en exil qui soit inclusive. Mais maintenant, mon point de vue à moi, au-delà de la diaspora en exil, pour avoir encore une fois couvert d'autres révolutions, pour avoir travaillé dans beaucoup d'autres pays du Moyen-Orient, je pense qu'il est toujours très, très important de mettre l'accent en priorité sur les voies de l'intérieur. Nous ne pourrons jamais nous permettre, au-delà d'être des relais de ce qui se dit à l'intérieur, de décider à leur place, de parler à leur place, parce que c'est eux qui souffrent depuis toutes ces années, c'est eux qui endurent la violence du régime, c'est eux qui se sont retrouvés en prison, c'est elles et eux, elles qui doivent porter le voile, subir la ségrégation comme on l'évoquait précédemment. Donc, en fait, finalement, l'Iran de demain dépend de ces Iraniens de l'intérieur avant tout. Et c'est ça, pour moi, qui est le plus important. C'est soyons leur voix, mais écoutons-les, pardon, ne les oublions pas. Et donc, c'est ça qui est important. C'est au-delà même au-delà de cette volonté que tout le monde a de relayer toutes ces images qu'on voit passer. N'hésitez pas, encore une fois, je m'adresse à vous les jeunes, vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est tellement facile aujourd'hui de se faire des copains à travers la planète. Donc, vous les trouvez, vous identifiez des jeunes, vous les trouvez sur Facebook, vous les trouvez sur Instagram, sur Twitter. C'est moi-même, en tant que journaliste, c'est ce que je fais. J'essaie d'identifier des anonymes et je prends contact avec eux, tout simplement pour les écouter, pour parler. Parfois, on parle en pleine nuit parce que c'est le seul moment où ils ont du réseau. Parfois, je mets mon réveil à 4 heures du matin et on discute. Et au-delà des interviews que je fais pour mon journal Le Figaro, je les écoute tout simplement. Et ça leur fait un bien fou également parce que, encore une fois, ils sentent qu'ils ne sont pas oubliés et ça leur permet de briser leur isolement et ça leur permet d'avoir le courage de continuer à descendre dans la rue et se dire qu'ils ne sortent pas dans la rue pour rien. Merci beaucoup pour votre retour. Juste une question très très rapide, parce qu'on parlait tout à l'heure des alternatives au régime actuel. Est-ce que vous pouvez juste répondre par oui ou non, ou alors peut-être, sur le fils du chat, est-ce qu'il pourrait prendre la relève ou pas? Est-ce que qui pourrait prendre la relève? Le fils du chat pourrait-il prendre la relève et incarner un nouveau régime? Alors lui-même le dit, hein, il affirme ne pas vouloir, il n'a pas l'ambition de prendre le pouvoir. En revanche, je pense que ça va dans le sens de tout ce que tout le monde dit en ce moment, c'est plus l'idée d'une coalition de l'opposition, que ce soit l'opposition en exil et l'opposition à l'intérieur du pays, pour justement éviter les erreurs du passé, éviter qu'un groupe en particulier ou qu'une personnalité en particulier détourne cette révolution, la kidnappe au nom d'intérêts personnels et d'intérêts stratégiques. Très bien, merci beaucoup.
Est-ce que Vita et Aïda, vous voulez nous parler un petit peu du mouvement enfin, du collectif plutôt qui a été mis en place? Merci beaucoup, Alexandre. Oui, alors en fait, sur les actions de la diaspora, je pense que on a un rôle effectivement de porter la voix du peuple iranien. C'est essentiel. Et puis la porter pour qu'elle arrive d'abord à vos oreilles, parce que on s'adresse aussi en fait, à nos concitoyens. On est tous franco-iraniens, on a tous des intérêts ici, voilà, on partage la même citoyenneté et on s'adresse à nos dirigeants, à nous tous, en fait. Donc, en fait, vous avez tous aussi un pouvoir. Il n'y a pas que la diaspora iranienne qui a un rôle à jouer là-dedans. Vous avez tous un pouvoir et une puissance de frappe, en fait, dans cette révolution-là. Donc, il y a plusieurs mesures et je pense qu'on peut les évaluer à court, moyen et long terme. Il y a les mesures de court terme qui sont extrêmement urgentes. C'est celles dont Delphine a parlé très justement. C'est qu'il est extrêmement urgent que des sanctions soient appliquées, des sanctions ciblées aux donneurs d'ordre de la répression islamique pour éviter le scénario chaotique de la Syrie qui a laissé, qui a donné un peu carte blanche à Bachar al-Assad pour massacrer sa population pendant des années. Donc l'absence de réaction de la communauté internationale, de laquelle on fait tous partie, diaspora ou non, l'absence de réaction de la communauté internationale a provoqué ce massacre qui a duré pendant 10 ans. Donc, ça, c'est très important à court terme, qu'on ait tous un rôle de citoyen à jouer là-dedans, particulièrement vous, élèves de Sciences Po, vous saisir des pétitions, vous saisir des résolutions qui sont passées à l'Assemblée nationale, de comprendre ce qui est en train de se passer, de participer à l'identification des donneurs d'ordre, de participer aux tribunes qui sont écrites, de faire des tribunes collectives avec peut-être les autres Sciences Po de France, de faire des tables rondes comme celle-ci pour parler de la situation, voir quels sont les leviers qu'on a en France pour pouvoir saisir nos dirigeants et encourager cette réaction internationale qui est absolument urgente. Si le gouvernement iranien se rend compte qu'il peut massacrer et lâcher des gaz toxiques, ce qu'il a fait avant-hier, sur sa population et qu'il n'y a aucune réaction internationale face à ça, c'est la porte ouverte au massacre. Donc ça, on a tous un rôle à jouer, il faut jouer très vite. Donc c'est à vous de réfléchir, c'est à vous d'aller parler à vos copains, c'est à vous de lire des articles, de faire des pétitions, de les faire signer, de faire circuler ça dans les universités, c'est absolument essentiel. Donc ça, c'est le court terme. Sur le moyen terme, c'est tout ce que Delphine vient d'expliquer, c'est qu'il y a des cycles de soutien. Il ne faut pas que cette révolution et ce mouvement révolutionnaire soit éteint et soit étouffé, parce que c'est la volonté du régime depuis le départ, en coupant Internet. Voilà ce qui était expliqué tout à l'heure sur le fait que pendant on peut communiquer souvent avec nos proches pendant la nuit, puisque c'est là où Internet fonctionne le mieux, la journée c'est coupé. C'est de continuer à faire en sorte qu'on les voit et qu'on les entende ici. Le jour où on les voit plus, on les entend plus, ils meurent tous. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est de jouer ce rôle aussi, parce qu'on est tous équipés maintenant de ce truc magique, le téléphone portable, on a tous nos réseaux sociaux, ils l'ont aussi. Et en fait, tous les jours, ils prennent le risque de prendre leur téléphone portable, parce que c'est un risque vital de prendre un téléphone portable et d'aller dans les rues pour manifester. Si on se fait arrêter avec le téléphone portable et que les gardes arrivent à voir les conversations et les choses qui sont postées sur Instagram, c'est passible de la peine de mort. Et ils prennent ce risque-là pour vous informer et pour que vous puissiez poster, pour que vous puissiez faire entendre leur voix. Et donc, il n'y a rien qui... voilà, ils sont prêts à sacrifier et à prendre ce risque-là, jusqu'à sacrifier leur vie pour se faire entendre. Donc ça, sur le moyen terme, c'est un effort qui est quotidien, c'est un effort qui est important à faire. Et ensuite, sur le plus long terme, et là je m'adresse spécifiquement à vous parce que vous êtes étudiant en Sciences Po, c'est de réfléchir aussi à cette question qui nous a été posée, comment est-ce qu'on peut imaginer une transition démocratique dans cette situation-là?
il y a un aspect qui est inédit, qu'on a explicité dans ce qui est en train de se passer en Iran, une sécularisation par le bas, un mouvement féministe même si on n'aime pas les is en Iran, mais un mouvement en tout cas qui a commencé par les femmes, avec les hommes qui viennent chanter Femmes, vie, liberté avec elles derrière, un mouvement transethnique qui n'a pas de leader. Donc, avec tous ces éléments-là, les éléments régionaux, la puissance nucléaire, la contestation, la jeunesse, des manifestants, tous ces éléments-là sont voilà, des éléments à prendre en compte, à comprendre. Et comment est-ce que, avec tout ça, on crée une transition démocratique vers une démocratie laïque? Donc ça, c'est une question qui, à mon sens, est passionnante. J'aurais bien aimé être étudiante de Sciences Po pour travailler là-dessus, mais c'est aussi voilà, l'idée que sur le long terme, c'est de participer à cet effort intellectuel collectif. Et en ce qui concerne le mouvement We Are Learning Students, c'est un mouvement qui a été initié par des étudiants français, exactement comme vous. On a fait une vidéo en fait pour montrer aussi que ce mouvement révolutionnaire est porté par des étudiants qui partagent vos valeurs, qui partagent vos principes de liberté, de laïcité, de liberté de la femme à disposer de son corps, de droits des minorités, de la communauté LGBT. Donc, toutes ces choses-là existent en Iran. Et en fait, c'est pour vous dire que on est tous en fait étudiants iraniens, on est tous étudiants du monde, et on a tous le pouvoir à travers nos outils, que ce soit de création de contenu, que ce soit d'organisation de conférences, de parler autour de vous, d'écrire des articles, de faire des workshops sur cette question de la transition démocratique. Toutes ces choses-là contribuent et sont extrêmement puissantes. Donc, il ne faut pas sous-estimer votre rôle et votre pouvoir, en fait, dans cette transition vers un monde, on espère, plus libre et plus juste pour nous tous. Merci beaucoup. Lydie, vous voulez rajouter quelque chose? Je sens que Albert, le message qu'on voulait de toute façon faire passer, c'est que vous vous sentiez concerné parce que il y a des jeunes Iraniens qui se battent aujourd'hui en Iran regardent aussi beaucoup à travers justement les réseaux sociaux. S'ils sont soutenus, ça les encourage, ça les aide, ça leur remonte le moral. On a eu un message d'une jeune femme iranienne assez long qu'on a fait passer lors d'une manifestation qui disait combien ils avaient été heureux de savoir qu'il y avait eu 80 000 personnes à Berlin. Ils avaient pleuré avec les manifestants à Berlin, alors que c'est eux qui vivent le drame en Iran. Donc c'est très important. Ils demandent vraiment à ce que leur voix soit relayée. Donc on est là pour vous dire si vous êtes concernés, si vous les relayez, si vous comprenez ce qu'ils traversent, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir droit à la liberté que vous avez, à la vie que vous menez et qu'ils peuvent aussi mener, dont ils ont absolument le droit de mener. Ils veulent juste ils aspirent à la liberté, en fait. Voilà. Et la liberté, c'est quelque chose de précieux. Et n'oubliez pas que c'est quelque chose de pas si évident, c'est quelque chose de fragile. Ça peut avancer dans une société comme elle peut vous être reprise, être reculée. Donc, d'être solidaire avec la volonté de d'autres peuples d'être libres, c'est aussi un moment de s'unir pour un idéal commun. Voilà. Merci beaucoup. La liberté, merci beaucoup pour ce moment. En tout cas, si on a des gens qui prennent des questions, ici, on doit clore maintenant. Une question spontanée? Ah oui, pardon. Je vais passer.
Du coup, j'avais une question. Euh, Suite au crime contre Massa Amini, on a remarqué quand même beaucoup de manifestations dans le nord-ouest de l'Iran de la part de la communauté kurde et aussi une partie de la famille de ces dernières qui ont vécu en Irak. C'est vrai que c'est assez particulier parce que l'Iran est à côté de trois pays, la Turquie, la Syrie et l'Irak, où il y a la présence quand même du PKK, il y a la présence quand même armée kurde. Comment s'organise cette communauté kurde en Iran? Est-ce qu'elle réussit à s'armer? Est-ce qu'elle pense à oui, une révolte armée, pourquoi pas, contre les gazons de révolution? Oui, alors de tout temps, il y a toujours eu une guérilla armée kurde qui est un peu la cousine, je dirais, du PKK, donc le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui est affilié plus à la région turque. Mais cette guérilla, elle n'agit pas sur le territoire iranien, elle est traditionnellement basée de l'autre côté de la frontière, du côté du Kurdistan irakien. Et ce qu'on sait, d'après les enquêtes qu'on a menées récemment, c'est qu'elle s'est un peu revivifiée, elle s'est réorganisée depuis le début de la révolte, qu'il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes Iraniens et Iraniennes d'origine kurde qui ont traversé la frontière clandestinement pour rejoindre, alors le plus gros de la guérilla, c'est on appelle ça les PJAK, pour les rejoindre de l'autre côté. En revanche, il faut savoir qu'aujourd'hui, eux aussi sont dans le collimateur du régime, puisque le régime ambitionne donc d'organiser des frappes sur le territoire irakien. Il faut savoir, c'est bien de le rappeler quand même, et merci pour cette question, sur la population kurde, parce que c'est toujours malheureusement le peuple oublié, le peuple sans État, qui depuis des décennies maintenant, se retrouvent à batailler à cheval entre l'Iran, la Syrie, la Turquie et l'Irak, et qui se retrouvent toujours dans une posture finalement de victime, c'est-à-dire qu'on va toujours s'en servir. Il faut rappeler que les États-Unis se sont beaucoup appuyés sur les combattants kurdes au nord de la Syrie pour lutter contre Daesh au cours de ces dernières années. Et une fois que les Américains ont décrété que la lutte contre le terrorisme était terminée, ils ont littéralement lâché les Kurdes qui se retrouvent aujourd'hui sous le feu, notamment des forces armées turques, puisque les Turcs, il y a quelques jours, ont à nouveau lancé une nouvelle opération au nord de la Syrie et au nord de l'Irak. Et alors ça, c'est quelque chose à prouver, c'est quelque chose c'est un sujet sur lequel on planche, nous, les journalistes, aujourd'hui. On se pose la question s'il n'y a pas malheureusement aujourd'hui une sorte de coordination qui se met en place entre l'Iran et la Turquie pour en finir une bonne fois pour toutes contre ce mouvement indépendantiste kurde et la guérilla du PKK par extension. Merci beaucoup, Delphine. Oui, malheureusement, on est obligé de s'arrêter là puisque l'IEP va fermer. Mais en tout cas, on tenait à vous remercier chaleureusement d'être venu assister à cette conférence et surtout à remercier nos intervenantes. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et merci à Delphine d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci. Merci beaucoup, Delphine. Merci. À bientôt de Sciences Po Bordeaux. Bonne fin de journée. Merci. Bon courage.